Bonjour tout le monde! Comment allez-vous ce matin? Pour ma part, tout va très bien et je suis très heureuse de vous retrouver pour aborder avec vous le sujet des blocages linguistiques dont nous pouvons parfois être victimes. Attention, il ne s'agit pas de faire de la paranoïa sur le sujet, mais plutôt d'être informé de l'existence de ces blocages pour pouvoir les repérer et agir en conséquence. Au jour d'aujourd'hui, aussi courte soit-elle, ma petite carrière m'a permis de déceler 3 types de blocages. Les blocages par défaut de perception, les blocages traumatiques et les blocages par éloignement. Commençons par évoquer les défauts de perception. Il se peut que votre cerveau d'apprenant ait une image totalement erronée de l'apprentissage ou de la pratique d'une langue étrangère. Si tel est le cas, inconsciemment, vous vous mettrez à penser qu'il vous faut parler aussi bien que vous écrivez. Vous deviendrez bon, très bon, voire excellent à l'écrit, développerez un esprit d'analyse et un sens de la critique, feriez un très bon relecteur, mais peinerez, voire même craindrez de vous exprimer oralement. Vous garderez le silence, écouterez les autres participants. Si l'un d'entre eux commet des erreurs grossières, votre cerveau prendra l'habitude de les corriger mentalement. Vous vous en doutez, à long terme, une telle pratique devient frustrante et déstabilisante. Si il a pris la peine de s'informer sur le lien entre psychologie et linguistique, votre enseignant finira par déceler votre blocage. À ce moment-là, il lui faudra être certain que vous êtes désireux ou désireuse de débloquer la situation. Si tel est le cas, venez le voir, venez lui parler. Si vous n'y arrivez pas, peut-être vous proposera-t-il de l'aide. Cher enseignant, si vous décelez un blocage par perception, il vous faut vous entretenir avec l'apprenant individuellement et lui tenir un discours de différenciation des compétences langagières. Votre apprenant doit comprendre que la langue écrite est bel et bien une langue soignée, réfléchie. La langue orale, elle, bien qu'elle ne soit pas approximative, est une langue très spontanée, très individuelle. Il s'agit de se faire comprendre, de retomber sur ses pieds pour ne pas bloquer la communication avec un tiers. À partir du moment où votre apprenant fait cette différence, il lui faudra apprendre à se faire violence pour ouvrir 4 petits tiroirs différents à l'intérieur de son cerveau. Et pour être capable d'actionner des mécanismes indépendants lorsqu'il s'agira de lire, d'écrire, de parler ou d'écouter une langue étrangère. Passons maintenant au blocage traumatique. Parfois, vous êtes obligé de vous lancer dans l'apprentissage d'une langue étrangère ou de reprendre contact avec cette langue. C'est par exemple le cas lorsque vous avez des proches qui vivent à l'étranger et lorsque vous voulez leur rendre visite et être autonome sur le terrain. Cependant, il se peut que vous ayez un passif lourd, voire traumatisant, que l'un de vos enseignants vous ait clairement perturbé par le passé. À ce moment-là, même si vous changez d'enseignant, la simple idée de pratiquer à nouveau une langue étrangère peut vous mettre très mal à l'aise, voire même vous angoisser profondément. Si tel est le cas, au moment de vous exprimer oralement, vous aurez peut-être envie de pleurer, vos mains se mettront peut-être à trembler. Si tel est le cas, vous ne parlerez plus. Vous demanderez à votre enseignant de ne plus vous interroger. Si vraiment la situation vous pèse, vous aurez peut-être le courage de lui demander de l'aide. À ce moment-là, l'enseignant acceptera peut-être de vous recevoir individuellement à son domicile ou de modifier le contenu d'une séance dans le cadre d'un
cours particulier, pour essayer de vous aider à vaincre votre traumatisme. Pour ce faire, j'ai découvert la pédagogie de l'obstacle. Je suis en situation de handicap. Il s'agit donc pour moi d'utiliser une corde ou un bout de ficelle au lieu du ballon qui est fréquemment recommandé. L'apprenant se tient debout en face de moi. Dans sa main, il tient un bout de corde. Je me tiens debout en face de lui, avec en main l'autre extrémité de la corde. Cette corde a pour but d'aider l'apprenant à visualiser son parcours, à prendre conscience de ses progrès et de ses capacités en matière d'anglais, d'allemand ou d'espagnol. Je vais poser à cet apprenant des questions simples pour l'amener à me répondre en produisant des phrases simples. Si la phrase est correcte, l'apprenant sera autorisé à faire un pas vers moi. Plus il parlera, plus il avancera. Son but ultime est bien sûr de me rejoindre, de parcourir la corde d'un bout à l'autre, de prendre conscience du caractère progressif et improvisé d'une conversation. Rien n'est figé. L'apprenant se promène, se laisse aller. Il ne sait pas forcément quelle direction prendre. Il doit faire face aux imprévus, aux difficultés, sans pour autant se démobiliser ou culpabiliser. Essayez, chers enseignants, vous m'en direz des nouvelles. Terminons maintenant par les blocages par éloignement. Pour illustrer ce dernier type de blocage, je prendrai l'exemple d'une immigrée. J'ai connu une dame d'origine portugaise qui maintenant vit en France, non loin de Cavaillon. Pendant des années, elle a appris le français. Au jour d'aujourd'hui, elle n'écrit pas trop mal et s'exprime correctement à l'oral. Cela dit, pendant plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, elle a éprouvé le besoin de retourner au Portugal auprès des siens. À son retour, elle ne maîtrisait plus rien. Elle dépendait d'un tiers pour écrire, faire de la paperasse. Elle se reposait sur eux. Elle avait parlé beaucoup trop portugais, s'était beaucoup trop éloignée du français. Pire encore, elle prenait peur à l'idée de saisir un crayon et de produire elle-même une phrase à l'écrit. Compte tenu de notre relation, disons, à la fois pédagogique et professionnelle, elle m'a sollicité pour essayer de reprendre confiance et d'écrire à nouveau. Pour l'aider, je lui ai tenu ce que l'on appelle un discours systémique. Je lui ai rappelé, purement et simplement, la structure d'un texte écrit. Elle a pris conscience de l'existence de mots, de règles grammaticales, de conjugaisons. Les mots sont mis bout à bout pour former des phrases. Les phrases ont un sujet, un verbe, des compléments. Ces phrases sont mises bout à bout pour former des paragraphes. Dans chaque paragraphe sont exprimées différentes idées, généralement une par paragraphe. Les paragraphes sont assemblés pour former des textes plus ou moins longs, plus ou moins élaborés. Ces textes sont écrits pour informer les gens. La rédaction de textes vise à faire passer des messages. Si votre apprenant comprend ça, il ou elle n'aura plus peur de saisir le crayon. Il lui faudra ensuite apprendre ou réapprendre à se relire correctement. Il s'agit donc pour l'enseignant de revenir sur les règles grammaticales de base et de s'attacher aux différents temps, passé, présent, futur.
L'apprenant doit ouvrir les yeux, apprendre ou réapprendre à réfléchir sur la langue pour repérer ses erreurs et les corriger de manière autonome. Attention! Si je reviens à mon exemple d'un apprenant immigré, il ou elle ne sera jamais français ni francophone. Il existe donc des erreurs légitimes qu'il ne sera pas en mesure de corriger seul. Voilà ce que l'on appelle le discours systémique. J'espère avoir été claire, j'espère vous avoir aidé à faire le lien entre psychologie et linguistique. Si tel n'est pas le cas, si vous avez encore des doutes ou des interrogations, n'hésitez pas à me contacter. Je vous retrouverai très prochainement pour aborder avec vous un tout autre sujet. En attendant ce joli moment, je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Bye bye!